Toujours dans le but d'apprendre à appliquer les verbes d'action en SVT, on continue la collection des exercices des examens proposés lors des sessions du baccalauréat marocain. Et cela, bien sûr, concernant la troisième unité, l'utilisation de la matière organique et inorganique posée dans les examens du baccalauréat des sessions normales 2019 et sessions de rattrapage 2019. Et on commence par la session normale 2019. Donc voilà le sujet. Donc il s'agit d'un exercice de raisonnement scientifique. La baie d'Agadir s'ouvre sur la plaine d'Ousous au sud du Maroc, où s'est développée une agriculture moderne de type industriel. Pour accroître le rendement et protéger les cultures, cette agriculture a été accompagnée d'une utilisation excessive des pesticides. Ces pesticides ont des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale. Afin d'évaluer le niveau de contamination par les pesticides dans les écosystèmes de la baie d'Agadir, des chercheurs ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d'eau prélevés de deux stations, S1 et S2. Le document 1, alors remarquez S1, elle est à l'estuaire de l'Oued Messa, et la station 2, elle est au niveau de la plage d'Anza. Durant les années 2009 et 2010, les résultats de ces analyses sont représentés dans les graphiques du document numéro 2. Une petite remarque. L'année 2010 a connu des précipitations importantes qui ont favorisé une activité agricole intense. Première question. En exploitant les documents 1 et 2, décrivez l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 durant les années 2009 et 2010. Donc pour ce, vous allez utiliser le document numéro 2 qui nous donne la concentration des pesticides dans l'eau en nanogrammes par litre au niveau des stations S1 entièreté et la station S2 entrée plein. Donc nous on s'intéresse à S1. Alors durant l'année 2009, remarquez ici l'année 2009, il y a une légère augmentation de la concentration des pesticides. Alors que en l'année 2010, on a une grande augmentation de la concentration des pesticides dans les eaux de la station S1, c'est-à-dire l'estuaire de Oued Messa. Bien sûr, cela peut être dû aux grandes précipitations durant l'hiver, mais à l'été, on constate qu'il y a une diminution. Donc, comme description, on peut dire que en 2009, on constate une légère augmentation de la pollution des eaux de la baie d'Agadir au niveau de la station S1 par les pesticides dont la concentration ne dépasse pas 50 nanogrammes par litre. Alors qu'en 2010, la pollution des eaux de la baie d'Agadir par les pesticides au niveau de la station 1 a subi une augmentation importante, comme vous le remarquez ici, avec un maximum au printemps qui peut dépasser 300 nanogrammes par litre, dû à l'augmentation de l'activité agricole grâce aux précipitations reçues en cette période. La remarque qu'on vous donne ici. Puis il a diminué durant l'été à l'automne pour atteindre une concentration inférieure à 50 nanogrammes par litre. Petit b. Comparer le degré de la pollution des eaux des stations S1 et S2 durant les saisons de l'année 2010, puis expliquer la différence enregistrée. Si on compare, on constate bien sûr que pour la station 1 et la station 2, la pollution elle est plus élevée au niveau de la station S1 durant toute l'année 2010. Comme explication, cette augmentation de la concentration des pesticides dans les eaux de cette baie peuvent être dues bien sûr à l'augmentation des pesticides utilisés lors de l'agriculture. Et les eaux des pluies, c'est-à-dire les précipitations élevées durant cette année 2010, ont fait infiltrer ces pesticides dans les eaux souterraines, ce qui a augmenté la pollution de ces eaux. Et l'augmentation de l'utilisation des pesticides durant cette année, ainsi que l'augmentation des précipitations durant l'année 2010, explique bien sûr l'augmentation de la pollution au niveau de Oued Messa, ce qui augmente bien sûr la pollution au niveau de cette baie d'Agadir.
Comme comparaison, on peut dire que le degré de la pollution des eaux de la station S1 est plus élevé que celui de la station S2 durant l'année 2010. Et comme explication, on peut avancer que du fait que la station S1 se situe au voisinage de la zone agricole et vu l'utilisation excessive des pesticides en plus des précipitations importantes qu'a connues cette région en 2010, les eaux d'Oued Messa se trouvent chargées de pesticides, ce qui augmente le degré de pollution des eaux de la station S1. Pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide, l'endosulfan, un suivi de sa concentration dans le tissu d'un mollusque bivalve Perna kovala qui se nourrit par filtration des eaux de mer. Ce suivi a été réalisé durant l'été et l'automne de l'année 2010 dans la plage d'Anza. Le document 3 présente les résultats obtenus. Donc là, vous avez concentration des pesticides dans les eaux de la plage d'Anza et là, la concentration des pesticides dans les tissus du mollusque bivalve en nanogrammes par kilogramme de tissu, bien sûr. En vous basant sur le document 3, la concentration de pesticides enregistrés dans les eaux à celle enregistrée dans les tissus des mollusques bivalves durant l'été et l'automne de l'année 2010, puis expliquer la différence observée. Donc si on compare les deux résultats qu'on a obtenus ici, on constate que la concentration des pesticides dans les tissus des mollusques bivalves est plus élevée que la concentration des pesticides dans les eaux de plage. Pour expliquer cela, bien sûr, puisque ce mollusque bivalve se nourrit par filtration des eaux de mer, donc il absorbe cette quantité ou cette matière qui est le pesticide qui se concentre dans ses tissus. Et ainsi, il va y avoir bien sûr une augmentation de sa concentration dans ces tissus. Donc il y a une accumulation de cette substance dans les tissus de ce mollusque. La comparaison de la concentration des pesticides dans l'eau de mer et dans le tissu des mollusques montre que la concentration des pesticides enregistrés dans le tissu des mollusques bivalves est plus élevée que celle enregistrée dans les eaux de la plage d'Anza durant le printemps et l'été de l'année 2010. Comme explication, on peut dire que puisque ce bivalve se nourrit par filtration des eaux de mer qui contiennent le pesticide, ceci bien sûr entraîne l'accumulation des pesticides dans ces tissus. C'est une bioaccumulation. Dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l'agriculture, des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenille, c'est un insecte que voilà, qui détruit les orangers ainsi que le cactus, etc. Donc la première méthode consiste à utiliser un insecticide chimique qui est le DDT pour traiter un échantillon d'orangers. La deuxième méthode consiste à libérer des insectes prédateurs de cette cochenille pour traiter un autre échantillon d'orangers. Voilà le prédateur qui se nourrit bien sûr des cochenilles. Les résultats sont représentés dans le document 4 que voilà. Donc pour les tiretés, vous avez le traitement par DDT, c'est-à-dire un traitement chimique. Et pour le trait plein, vous avez une lutte biologique, c'est-à-dire un traitement biologique. 3. En vous basant sur le document 4 et vos connaissances, déterminez le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2. Justifiez votre réponse. Donc, si on compare les deux traitements lors de la période 1, on constate que le nombre des cochenilles diminue très rapidement en comparaison par celui utilisé par la lutte biologique. Donc ceci prouve que la lutte chimique, c'est-à-dire en utilisation de DDT, est plus efficace durant la première période. Alors qu'en deuxième période, on remarque que le nombre de cochenilles continue à diminuer lorsqu'on utilise la deuxième méthode qui est la lutte biologique. Mais en continuant à utiliser les produits chimiques, c'est-à-dire le DDT, on constate bien sûr qu'il y a toujours une augmentation des cochenilles. Donc, comme réponse, durant la période 1, le traitement le plus efficace est l'utilisation des pesticides chimiques, c'est-à-dire DDT, ce qui entraîne une diminution qui est très rapide du nombre de cochenilles en comparaison avec la lutte biologique. Durant la deuxième période, le traitement le plus efficace, c'est la lutte biologique, puisque le nombre de cochenilles continue à diminuer avec le temps. Par contre,
Dans le cas de l'utilisation des pesticides, on observe une continuité de l'augmentation du nombre de cochenilles au cours de la période 2, malgré l'utilisation du DDT. Petit b. Expliquer l'évolution du nombre de cochenilles dans le cas de traitement par le DDT pendant la période numéro 2. Donc la seule explication possible, c'est que les cochenilles qu'on a ici qui vont continuer à se multiplier, bien sûr, sont devenus de plus en plus résistants à la substance DDT. Donc ils ont acquis une résistance contre cette substance chimique. Donc l'augmentation du nombre de cochenilles au cours de la période numéro 2, malgré l'utilisation de la DDT, est expliquée par le développement des cochenilles d'une résistance contre le DDT. Les cochenilles deviennent de plus en plus résistantes au DDT. En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, déduisez la méthode adéquate au traitement des orangers et à la préservation des écosystèmes de la baie d'Agadir. Justifiez votre réponse. Donc, pour préserver les cultures d'orangers, bien sûr, on doit traiter ces orangers par la lutte biologique, qui bien sûr permet la continuité de l'élimination des cochenilles, bien sûr sans polluer l'écosystème. Donc, le traitement convenable pour traiter les orangers des cochenilles et préserver les écosystèmes, c'est bien sûr la lutte biologique qui permet la continuité de l'élimination, comme vous voyez ici, la continuité de l'élimination des cochenilles sans polluer l'environnement. Et on passe à la correction de la session de rattrapage 2019, dont le sujet est un exercice de restitution des connaissances. Premièrement, on vous demande de définir les notions suivantes: lixivia et fertilisant organique. Le lixivia, c'est bien sûr le liquide qui résulte des déchets par filtration de l'eau de pluie. Donc lixivia est le liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets. Il se caractérise par son enrichissement par les microbes, les métaux lourds et la matière organique. Donc là, vous voyez, on déverse ce lixivia dans des réservoirs préparés, bien sûr, pour traiter ces lixivia. Les fertilisants organiques, bien sûr, ce sont des substances qu'on jette ou qu'on pose dans le sol pour fertiliser le sol. Dans fertilisants organiques, fertilisants obtenus à partir de la décomposition de la matière organique des déchets en aérobie sous l'action de micro-organismes, tels les bactéries par exemple. Deuxièmement, on vous demande que pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples que voilà et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Premièrement, l'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par les rayons radioactifs. Non. Le méthane CH4 possible, l'azote N2 non, l'hydrogène H2 non. Donc c'est B. Donc la bonne réponse c'est B. Deuxièmement, l'eutrophisation des lacs résulte la prolifération de ces êtres vivants, l'enrichissement de ces eaux par le calcium, l'enrichissement de ces eaux par les nitrates, l'enrichissement de ces eaux par les pesticides chimiques. Bien sûr, l'eutrophisation est due bien sûr à la prolifération des algues grâce à l'enrichissement des eaux par le nitrate. Donc c'est C. Troisièmement, la pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de l'utilisation excessive des engrais chimiques, lixivia, l'utilisation excessive des pesticides, les polluants industriels. Bon, la bonne réponse c'est A, l'utilisation excessive des engrais chimiques. Les déchets radioactifs de type B sont A, forte activité radioactive et de courte durée de vie, forte activité radioactive et de longue durée de vie, faible activité radioactive et de courte durée de vie, faible activité radioactive et de longue durée. Donc pour répondre
À cette question, vous devez bien sûr connaître ce tableau. Remarquez ici, les déchets radioactifs sont classés en catégories A, B et C. Nous, on a les déchets de type B. Voilà le type B. Elles peuvent être soit déchets de faible activité, longue durée de vie, ou déchets de moyenne activité avec longue durée de vie. On va donner ici faible activité longue durée, non. Forte activité et courte durée, non. Forte activité radioactive et de longue durée, non. Faible activité radioactive et de courte durée, non. Faible activité radioactive et longue durée. Donc voilà notre réponse juste. C'est D. Troisièmement, recopiez le numéro de chaque suggestion et écrivez devant chacun d'eux vrai ou faux. Premièrement, le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des micro-organismes. Qu'est-ce que c'est le biogaz? Le biogaz résulte de la méthanisation ou digestion anaérobie des déchets fermentescibles. Les sources les plus courantes de biogaz proviennent des rejets de matière organique. Donc, comme réponse, elle est juste. Donc, vrai. Et le pluie acide résulte de l'interaction de l'atmosphère, de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC. Alors, qu'est-ce que c'est les pluies acides? La principale cause des pluies acides est le rejet dans l'atmosphère de dioxyde d'azote NO2, dioxyde de soufre SO2 par les industries et les voitures, et non pas le CFC. Donc, la réponse, elle est fausse. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de l'interaction des oxydes du soufre avec les molécules d'ozone. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la couche d'ozone? Les causes de l'amincissement de la couche d'ozone est principalement causée par les émissions de chlorofluorocarbures, le CFC, et d'autres substances appauvrissant la couche d'ozone. Ces substances sont utilisées dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les aérosols. Donc la réponse, elle est fausse. Donc, faux. La demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée. Or, on sait que la demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'une substance radioactive se désintègrent naturellement et non pas la totalité. Donc, elle est fausse. Quatrièmement, relier chaque élément du groupe 1 à la définition qui lui convient du groupe 2. Donc, on a ici les groupes ou les couples et on doit chercher pour chacun de ces termes laquelle des définitions est juste. Si on commence par la DBO5, la demande biologique en oxygène, c'est-à-dire nécessaire pour l'oxydation des matières organiques pendant 5 jours. Donc c'est un indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans 1 litre d'eau pendant 5 jours. Là voilà, donc c'est B. IB, l'indice biologique. Donc indice biologique, si on cherche ici, donc indicateur de l'état de sol, non. Indicateur exprime la demande en oxygène nécessaire, non. Indicateur d'estimation de la pollution des eaux basé sur son peuplement en invertébrés aquatiques. Donc c'est un indicateur, c'est un indice biologique. Voilà. Donc IB, c'est D. EBQS, l'indice biologique pour le sol. Donc, indicateur de l'état de sol basé sur le peuplement des macro-organismes ou invertébrés. Donc, 3, c'est A. Et elle reste la DCO. La DCO, donc, c'est C. Indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans 1 litre d'eau. Comme d'habitude, je vous laisse ici les examens proposés lors des sessions 2020 pour que vous les réalisez chez vous, si c'est possible. Donc, pour l'examen proposé lors de la session normale 2020, c'est un examen de restitution des connaissances. Alors que pour la session de rattrapage, vous avez un examen concernant le raisonnement scientifique.
Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour réaliser ces exercices, si vous avez bien sûr envie. De ma part, je vous quitte pour le moment. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.